Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien pour ceux qui sont déjà parmi nous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce dans le chat pour me dire si c'est bon? Ok, super, merci Charles. Bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc manager, comment prendre soin de vous et de votre équipe. Donc on est avec Adam et Félicité et puis l'équipe Apitech et du coup on est ravis d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui sont en train de se connecter, vous voyez que dans le chat, il y a déjà une petite question pour attendre les derniers qui vont nous rejoindre dans les prochaines minutes. Donc, si vous pouvez nous indiquer votre profession, si vous êtes manager et ce que vous attendez de ce webinaire, eh bien, ce serait super. Pour démarrer, donc moi, je m'appelle Claire Demandit, je serai votre animatrice pour ce webinaire ce matin. En quelques mots, donc je suis la fondatrice et dirigeante de Zénith et notre mission chez Zénith, c'est de mettre la psychologie au service du bien-être et de la performance en entreprise, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Je suis entourée également de du coup Félicité et Adam. Adam, tu veux peut-être commencer à te présenter? Honneur aux dames, je vais laisser Félicité. Merci Adam. Alors donc moi je suis Félicité Denétumière, je suis la cofondatrice de l'entreprise Wellness Training et depuis 18 ans nous installons des programmes de prévention santé physique dans les entreprises à travers l'installation, la gestion et l'animation d'espaces formes à l'intérieur des entreprises. Donc nous sommes un peu des pionniers parce qu'on a commencé donc, en 2005 et nous installons bien sûr des salles dans plutôt des grosses entreprises ou des tours multilocataires. Parce qu'évidemment, il faut un petit peu d'espace mis à disposition pour ça. Voilà, je passe la parole à Adam. Merci Félicité. Donc, bonjour à tous. Adam Laurent, je suis l'un des 3 dirigeants et cofondateurs de l'application Kobi. Je suis en charge du développement de Kobi. Et Kobi, c'est une application qui a pour mission de favoriser l'accès au sport. D'une part pour le grand public au départ, mais également au milieu professionnel. Et on a développé différents leviers, différentes briques fonctionnelles pour permettre de favoriser, par exemple, le financement d'activités sportives au sein de l'entreprise. On a, par exemple, créé une sorte de carte ticket resto, mais pour le sport, donc qui permet d'offrir du budget sport à ses collaborateurs et qu'ils puissent le dépenser librement où ils le souhaitent pour financer à la fois pratique et équipement. Et également des fonctionnalités de challenge sportive, concours de pas, cohésion d'équipe, etc., pour vraiment favoriser et accompagner les entreprises dans la mise en place d'actions de sport au sein de leur structure. Voilà. Merci Adam et Félicité. Je regarde un petit peu le chat. Je vois. Merci pour ceux qui ont déjà répondu. Je vois qu'il y a des gens qui attendent aussi de pouvoir donner des conseils à leur manager. Donc, vous êtes au bon endroit. Voilà, sinon, on a d'autres personnes qui nous demandent des outils pour l'amélioration de la QVT, pour se préserver soi-même et ses équipes. Super. Ah, quelqu'un qui veut écrire un guide de cohésion d'équipe. Eh ben, génial, Nathalie, vous êtes au bon endroit. Si on revient à notre sujet du jour, du coup, bien-être du manager et bien-être des équipes. On va vous proposer de commencer avec une petite question. Alors, n'hésitez pas à répondre dans le chat encore une fois. À votre avis, quel est le pourcentage de salariés qui ont été absents au moins une journée en 2022? J'ai la réponse, mon Claire. Pardon? J'ai la réponse. Ah, bon, tu peux lever la main. Mais il ne faut pas le dire. Alors, on a 80, 65. J'ai un peu l'impression d'être au juste prix. Bon, je vous dis pas qui, mais dans le lot, il y a un petit tricheur qui connaît déjà la réponse. Donc, il y a une bonne réponse au moins. Bon, alors je suis assez étonnée parce que personne, vous êtes tous soit à la bonne réponse, soit au-dessus. Donc visiblement, vous êtes tous déjà très bien sensibilisés sur le sujet.
Donc, c'est une étude de Malakoff Médéric Humanis qui a été sortie en 2023, mais du coup qui regarde les chiffres de 2022 et qui nous indique qu'effectivement, il y a un collaborateur sur deux, donc 50%, des salariés qui ont été absents au moins une journée en 2022. Alors bon, du coup, visiblement, j'ai affaire aujourd'hui à des personnes déjà experts du sujet, donc vous ne devez pas être surpris qu'aujourd'hui, le bien-être des salariés, c'est un enjeu majeur pour les entreprises et un levier significatif de performance et de rétention. On l'a dit, il y a donc une personne sur deux qui a été absente au moins une fois en 2022. Quand on regarde les causes de ces absentéismes, alors en premier et deuxième, sans surprise, on a évidemment les maladies ordinaires et le Covid, même en 2022. Mais les facteurs numéro 3 et numéro 4, en numéro 3, on a les troubles psychologiques et l'épuisement professionnel. Et en numéro 4, on a les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Si on zoome sur les arrêts longs et les arrêts de moyenne durée, eh ben, ces deux critères remontent. Pareil, à mon avis, ça ne va pas vous surprendre. Ça a un certain coût pour l'entreprise. Selon les études, je pense par exemple à Deloitte qui avait publié des choses là-dessus, on est entre 2 et 10 000 euros par an par salarié en termes de coûts liés au mal-être au travail. Donc, qu'est-ce que ça inclut? L'absentéisme, le présentéisme aussi. On peut être présent au travail mais être un petit peu moins productif. Et puis, le turnover. Encore une fois, ce sont des estimations, hein, évidemment. Ah, Charles, je vois... Avez-vous des slides pour illustrer vos propos? Nous n'avons pas de slides aujourd'hui. L'idée, c'est plutôt d'avoir un échange avec vous, mais ne vous inquiétez pas, on vous enverra par mail après l'atelier, après le webinaire, une petite fiche récapitulative, avec tout ce qu'on va raconter aujourd'hui. Pour continuer, les salariés les moins engagés, encore une fois, sans surprise, sont les salariés les plus absents. On passe de 50% à 70% pour les salariés qui se disent les moins engagés au travail. Et si on regarde l'engagement, on estime que l'engagement et le bien-être, de manière générale, d'une équipe est fortement corrélé au management. Sur l'engagement, il y avait McKinsey qui avait réalisé une étude et qui estimait que voilà, à peu près 70% de l'engagement des salariés était lié au management. Bon, alors du coup, on peut leur tomber dessus à ces pauvres managers et se dire c'est de votre faute si les salariés sont désengagés et absents. Mais bon... Il ne faut pas oublier que les managers sont des salariés comme les autres, donc ils ont exactement les mêmes, les mêmes enjeux. Le constat est le même, et au contraire, finalement, on va avoir des managers qui, en plus de leur propre bien-être, vont avoir aussi en charge mentale celui de leur équipe. Et du coup, ce n'est pas non plus une surprise que, globalement, le taux d'absentéisme des managers est au-dessus de la moyenne. Il est de 3 points supérieur, toujours d'après Malakoff Médéric Humanis. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon et pourquoi il nous semblait important d'évoquer ce sujet aujourd'hui. Alors, petite question encore une fois pour vous. Si vous êtes manager, ou même d'ailleurs si vous ne l'êtes pas, vous pouvez répondre aussi, comment aujourd'hui vous faites pour prendre soin de vous? Parce qu'effectivement, quand on parle du bien-être de l'équipe, on a commencé un petit peu à l'aborder, et ça nous paraît crucial de d'abord parler du bien-être individuel et donc de parler du bien-être du manager. Alors super, je vois que vous allez commencer à me répondre, et puis nous, en parallèle, moi j'ai envie de poser la question à Adam. D'après toi, comment on fait pour prendre soin de soi quand on est manager? Non. Tout d'abord, pour prendre soin de soi en tant que manager est vraiment primordial. Primordial d'une part pour la performance de l'entreprise, la performance de ses collaborateurs, et également pour mettre en place un leadership vraiment efficace. Et donc, il y a plusieurs choses, plusieurs leviers justement qui permettent de prendre soin de soi en tant que manager. Premier point, j'ai envie de dire la gestion du temps. Bien gérer son temps, bien gérer ses priorités est hyper important pour un manager. Ça évite d'être dans le rush, ça évite potentiellement du stress, de l'anxiété. Deuxième chose, ça va être maintenir un équilibre vie pro, vie perso, en mettant clairement en place des limites de temps de travail, en privilégiant des pauses régulières, en pratiquant un peu de sport, par exemple,
Voilà, se vider la tête, vider l'esprit, c'est hyper important. Et également, pour ma part, instaurer une communication efficace, ouverte, installer vraiment un climat où il fait bon vivre au sein de son entreprise et auprès de ses collaborateurs, favoriser la transparence, nourrit vraiment cette volonté de prendre soin de soi en tant que manager, d'avoir du plaisir à venir le matin au travail, à échanger et travailler avec ses collaborateurs, partager des bons moments, et la mise en place vraiment aussi de points un peu off, des after work, voilà, des moments conviviaux avec ses collaborateurs. Ça peut être autour du sport, ça peut être autour d'un verre. Voilà, ça vient nourrir la santé à la fois physique mais aussi mentale du manager. Je vois qu'il y a Clémence qui demande quel était le premier point, ma connexion a sauté. Adam, si tu veux peut-être bien reprendre le premier point que tu avais abordé. Le premier point, pour moi, c'était la gestion du temps, la priorisation des tâches. C'était vraiment ça qui est très important, qui peut générer du stress, qui peut générer de l'anxiété pour le manager. Ne pas hésiter à déléguer aussi à ses équipes. Voilà, c'est des choses vraiment qui sont pour moi essentielles pour éviter le stress, l'anxiété et que ma santé mentale soit impactée. Je regarde en même temps hein, sur le chat. Donc, on a la méditation, l'équilibre, l'alimentation, activité physique, sommeil, l'aménagement du temps de travail. Effectivement, on parle pas mal de la semaine de 4 jours en ce moment. Tout est dans l'équilibre. Ouais, je pense que Marie-Noël, vous résumez bien les choses. Malheureusement, il y a rarement des recettes miracles. C'est souvent trouver un équilibre entre plusieurs choses, effectivement. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si, Adam, il y avait d'autres choses que tu voulais nous partager sur ce sujet ? Sur ce sujet, je pense que en tout cas, c'est ce que moi je mets en place au sein de Coby, auprès de mes équipes, favoriser la transparence. Et étant une entreprise également dans le domaine du sport, c'est vrai que le sport a énormément de vertus au sein des entreprises. On le voit depuis maintenant pas loin de 10 ans. Hein. C'est un phénomène mondial, ce phénomène employee first. Le Covid a forcément accéléré les choses et la prise en considération du bien-être du manager, mais aussi des collaborateurs, n'a fait qu'augmenter. Et donc, c'est super qu'on puisse avoir aujourd'hui ce temps d'échange à ce sujet et partager ensemble des best practices, parce que c'est pas encore rentré dans les habitudes. Et même si on se le dit souvent, qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut prendre soin de ses équipes, forcément, par moment, on est tellement dans le rush et dans la performance et dans la productivité qu'on oublie de mettre en place ces choses essentielles. Je vois qu'on a une question de Charles. En tant que manager, à quel point on doit être engagé dans l'organisation de temps fort pour l'équipe ? Exemple, le manager veut faire du sport, mais personne de son équipe n'est OK avec ça. Doit-il faciliter une pratique d'équipe à son bureau ? Alors, je pense qu'on va y répondre par différents points dans la suite du webinaire. Mais je ne sais pas si déjà Félicité ou Adam, vous voulez peut-être réagir sur ce point ? Moi, je peux dire une chose, parce que en fait, le manager veut organiser des choses, il ne peut forcer personne. On n'est pas dans les pratiques qu'on peut retrouver par exemple aux États-Unis ou même en Chine, où il y a vraiment une pression extrêmement forte du management pour obliger finalement les salariés à faire du sport, à faire de l'activité physique, à des buts avoués et très clairs de limitation de l'absentéisme. On n'est pas là-dedans. Nous, en Europe, en France, on est vraiment dans l'idée que ça doit être un choix du collaborateur et le manager ne doit pas intervenir à ce niveau-là. Il peut proposer, mais il ne doit même pas être au courant en réalité de qui fait quoi. C'est une super transition. Peut-être que Félicité, toi, tu as d'autres préconisations à nous partager sur comment on peut prendre soin de soi en tant que manager et individu de manière globale. Alors oui, parce qu'en réalité, la position dans laquelle on se trouve tous les jours, nous tous, quand on va travailler, la plupart d'entre nous travaillent dans le tertiaire, on est assis toute la journée, on regarde un écran, on ne bouge pas, on n'a aucune expérience physique. Bref, on est dans la sédentarité. La sédentarité, au-delà même de l'idée de faire du sport, rester assis toute la journée, c'est pas bon pour la santé.
Donc ça, c'est une des premières choses qui est vraiment très importante, mais ça, je pense qu'on en parle énormément. Donc, on n'est pas dans une situation naturelle pour que notre corps soit en bonne santé. Alors, je parle du corps parce que le corps est souvent le grand oublié. On est énormément dans nos têtes, hein, on travaille avec essentiellement notre cerveau, qu'on considère un petit peu comme si c'était une machine, finalement. Et autant, vous connaissez tous le concept de main-d'œuvre, hein, la main-d'œuvre qui est donc la main qui œuvre. Et donc, plus on bouge un muscle, plus il va grandir, se muscler, etc. Mais le cerveau ne marche pas du tout de cette façon-là. Si on lui fait faire des tâches répétitives ou voilà, au bout d'un moment, on se retrouve complètement dans sa tête et on oublie totalement son corps. Il en résulte plein de problèmes dont on a parlé, du stress, mais également des TMS, parce qu'elles sont très très liées au fait qu'on ne bouge plus, parce que comme on ne bouge plus, notre corps s'affaiblit, donc les moindres mouvements provoquent des problèmes. Donc c'est vraiment important de prendre soin de son corps et de se rappeler qu'on a un corps. Donc c'est un peu ça que nous, on a cherché à mettre en avant depuis longtemps. Et cette idée, elle n'est pas forcément intuitive, et notamment, bien souvent, on se dit qu'on n'a pas le temps, que ce n'est pas possible, qu'il y a trop de choses à faire, alors qu'en réalité, prendre soin de soi, je ne sais pas si vous connaissez l'image qu'on a dans les avions. Quand vous prenez l'avion, on vous explique bien que si jamais il y a une dépressurisation dans l'appareil, les masques tombent. Avant de vous occuper des autres, mettez le masque autour de votre propre tête. Et une fois que vous serez en sécurité et en bon état, physiquement en bon état, vous pourrez vous occuper des autres. Parce que si vous faites le contraire, eh ben, personne ne parviendra à s'en sortir correctement. C'est un peu cette image qu'il faut garder. Prendre soin de soi en tant que manager, c'est fondamental parce que si vous ne le faites pas, vous impactez tout le monde en fait. Donc c'est pas de l'égoïsme, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment important. Et c'est vraiment vous faites partie du capital de l'entreprise, votre corps fait partie du capital de l'entreprise. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Voilà. Et puis, je voulais également dire qu'évidemment, il n'y a pas que l'activité physique, hein, j'en parlais comme ça, mais il y a aussi évidemment le sommeil, la nutrition, le stress. Enfin, le corps est un seul, est unique. Il n'est pas, on peut pas le séparer en deux en disant, ben, je vais faire du sport, donc c'est pas grave la nutrition, ou je dors bien, donc ça va. En fait, tout est interconnecté et il faut vraiment parvenir à prendre soin de soi à travers toutes ces dimensions. Et également les situations mentales, mais ça, on en parlera après. Claire, si je peux me permettre d'ajouter également une chose, c'est que la sédentarité, l'absentéisme, et tu l'évoquais en introduction, a un réel impact financier pour l'entreprise. Clairement. Alors, tu posais la question, Claire, tout à l'heure sur l'absentéisme au travail. C'est près d'un salarié sur deux qui a été absent au moins une journée en 2022. Et donc, ces chiffres-là coûtent à l'entreprise. La sédentarité devient un réel fléau. 91% par exemple des salariés estiment que le sport favorise leur bien-être. 63%, et ça c'est un chiffre vraiment flagrant, c'est tiré du baromètre Harmonie Mutuelle 2023, 63% des salariés estiment que leur entreprise ne se préoccupe pas suffisamment de leur bien-être. Donc on voit que le bien-être des collaborateurs est vraiment un point essentiel dans le cadre de fidélisation des collaborateurs, éviter le turnover. Le turnover a également un impact financier important pour l'entreprise. Et donc, à travers des petites actions que l'entreprise peut mettre en place, que les chargés de QVT, de bien-être en entreprise peuvent mettre en place, ça permet de limiter ces coûts pour l'entreprise. Et l'activité physique et sportive est un réel outil de prévention justement que peut s'emparer l'entreprise, l'employeur, le manager pour ses équipes et pour justement faire des gains de productivité et des gains financiers derrière. Ouais, tout à fait. Et en fait, moi, ce que je retiens là de vos deux interventions, c'est que
il faut regarder le bien-être de manière globale. Effectivement, on a une partie physique avec ce que disait Adam, l'activité sportive, l'activité physique. Félicité, tu nous as un petit peu parlé d'alimentation, de sommeil. Et puis, évidemment, il va aussi y avoir l'aspect mental, ce sur quoi nous, on va travailler plus spécifiquement chez Zenith. Et j'aime bien, tu vois, ce que tu as dit, Félicité. Dans notre culture, on a du mal finalement à prendre soin de soi, à se dire que voilà, on a le droit et que c'est pas, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est pas quelque chose qu'on apprend hein, finalement, ni à l'école, ni plus tard. Et pourtant, c'est une capacité cruciale du manager de savoir s'écouter, de savoir entendre les signaux physiques, mais aussi les signaux. Les signaux mentaux. Nous, je sais souvent, quand on sensibilise des personnes là-dessus, on parle de 5 types de signaux qu'il faut réussir à entendre pour savoir finalement où on en est du point de vue de son bien-être et de son équilibre. On va évidemment avoir les signaux physiques. Voilà, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, etc. On va avoir des signaux émotionnels. Je vais me sentir anxieux, je vais me sentir irritable, peut-être hypersensible. Et c'est les fluctuations, hein, c'est pas des traits de caractère dont je parle, c'est vraiment des fluctuations dans ce qu'on va pouvoir ressentir au quotidien qui vont nous donner des messages. On va avoir les signaux relationnels, comment je me comporte avec les autres. Est-ce que parfois, je vais avoir un petit peu moins d'empathie ou on peut souvent penser parfois à des personnes qui sont un petit peu surchargées. On a l'impression qu'elles deviennent peut-être un petit peu plus agressives ou qu'il y a un petit peu plus de ressentiment. Tout ça, voilà, c'est des signaux qui vont être importants à aller chercher. On a des signaux cognitifs. Alors là, je vous avoue que quand on commence à rentrer dans ce type de signaux-là, voilà, il y a un message d'alerte quand même important qui est envoyé et qu'il faut vraiment saisir. Je vais avoir plus de mal à me concentrer. Je vais peut-être avoir des troubles de l'attention. C'est aussi pour ça qu'on dit que quand on a une forme de mal-être, en tout cas que le bien-être se déprécie, il y a un coût pour l'entreprise et il y a un coût clairement en termes de productivité. Et puis, on va avoir des signaux motivationnels. Voilà, alors là, quand on arrive assez loin finalement dans ce cercle-là, je vais pas finalement avoir moins de motivation, je vais perdre confiance en mes capacités, je vais me dire que je sais pas faire, que je fais pas assez bien. Tout ça, faut se le dire, c'est des signaux d'une forme de bien-être dégradé ou en tout cas d'équilibre dégradé au travail. Alors, souvent quand je dis ça, les gens me disent oui, Claire, t'es sympa, c'est bien tout ça, j'ai bien noté les 5 signaux, mais comment, si finalement on sait pas les repérer, comment on fait? Alors, encore une fois, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. Souvent, ce qu'on dit en psychologie, c'est qu'il y a 2 phases pour apprendre un nouveau comportement, une nouvelle habitude. Il y a une phase de prise de conscience. Il y a une phase où je me dis « Ah bah oui, c'est vrai, en fait, je me rends compte que je fonctionne comme ça, je me rends compte que ce signal-là, je l'ai et je me dis voilà, la prochaine fois que je vais voir cette chose-là, je vais pouvoir me dire qu'il y a un petit sujet au niveau de mon bien-être à moi. » Ça, c'est la partie prise de conscience. On a l'impression que c'est pas grand-chose, parce que finalement, c'est la partie plutôt facile, mais c'est déjà 50% du résultat. Par contre, l'autre 50%, il est plus dur, et c'est vraiment de la pratique. Ça va être entraîner son cerveau à repérer ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que pendant hyper longtemps, on a pensé que le cerveau n'était pas plus capable d'apprendre passé un certain âge, passé l'enfance ou l'adolescence. Mais en fait, si, le cerveau, il garde des capacités de neuroplasticité. Et finalement, on va continuer à pouvoir le transformer au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça que la pratique est hyper importante. Et je pense que c'est pareil en pratique sportive ou en pratique physique. Finalement, c'est moi, en me forçant à faire attention à ce que je ressens au quotidien. Par exemple, on a des exercices de petite pleine conscience qui peuvent aider, on a la cohérence cardiaque, on a parfois juste se faire un petit relevé, se dire aujourd'hui comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête. Ça paraît un peu superficiel et je suis complètement d'accord avec vous au début, mais c'est en se forçant entre guillemets à le faire un petit peu tous les jours qu'on entraîne notre cerveau à voir les choses sous cet angle-là et qu'au fur et à mesure, notre cerveau, de manière automatique, il va se dire « Oula, attention, en ce moment, je me sens pas bien, stop, il faut que je fasse attention à moi ». Donc voilà un petit peu quelques éléments que je peux vous partager là-dessus. Et puis évidemment, derrière, tu avais commencé à en parler, Adam, je crois. Il y a la partie équilibre pro-perso. Pareil, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, parfois, je lis sur les réseaux que on a besoin de limites hyper étanches entre le pro, le perso, le relationnel.
Nous, chez Zénith, on n'est pas forcément super d'accord avec ça. En fait, chacun va mettre le degré d'étanchéité dont il a besoin. L'important, c'est de savoir quelles sont nos valeurs, quelles sont nos aspirations et d'allouer des ressources en fonction de ça. Moi, si demain, je vois quelqu'un d'hyper engagé dans le travail, je ne vais pas forcément me dire que c'est mauvais. Peut-être qu'il a des valeurs très importantes, peut-être qu'il est nourri par son travail. L'important, c'est qu'il ne se mette pas en danger par rapport à ça. Donc, la question des limites, elle est vraiment personnelle et elle est à se poser de manière individuelle. Par contre, ce qui est important, c'est on a tous besoin d'un minimum de moments de déconnexion, de se faire un petit peu sacraliser. Pour certains, ça va être le soir quand je dîne avec ma famille, je ne regarde pas mon téléphone ou je ne regarde pas mes mails du boulot. Et ça, on en a besoin, surtout dans un monde où on est hyper connecté. Il y avait Charles qui avait posé une question, il me semble, je crois que nous sommes tous sensibilisés à ces messages clés. Pourrions-nous aborder plutôt la mise en œuvre de cette vision? La logistique, l'engagement des salariés sont deux facteurs difficiles et complexes à gérer pour les personnes chargées de déployer des actions en entreprise. Alors, vous me direz, hein, Charles, si je me trompe. Je pense que là, on a quand même commencé à aborder des aspects un petit peu plus concrets, mais sur l'individu, on va passer aux équipes, ça arrive. Du coup, merci pour la transition, ça me permet de le faire de manière plus fluide. Donc, on a fait un bref tour, hein, parce qu'encore une fois, on n'a que 45 minutes, c'est très court, sur comment on prend soin de soi au niveau individuel. On pourra revenir dessus, on aura une phase de questions-réponses à la fin. Mais la question se pose aussi sur comment on reste attentif à son équipe. Alors, encore une fois, on a une petite question pour vous. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques que vous avez peut-être essayées, qui ont peut-être fonctionné, pour rester attentif au bien-être de vos équipes? Alors, c'est parti pour la question. Ah, Charles dit que c'est bon. Bon, super, on s'est réaligné. Alors, peut-être qu'en même temps que vous nous répondez, moi, j'ai envie de poser la question à Adam aussi. Tu as peut-être quelques pistes pour nous éclairer de comment on peut être attentif au bien-être de son équipe? Comment être attentif au bien-être de son équipe? Alors, ça va être déjà de détecter des signaux de la part de ses collaborateurs, mais aussi de mettre en place des leviers de motivation qui sont aujourd'hui multiples en entreprise, autres que la rémunération. Et aujourd'hui, c'est vrai que la prise en compte du bien-être des salariés, bien-être physique, bien-être mental, c'est important. Concrètement, il y a différents moyens. Je crois que c'est Charles qui l'évoquait tout à l'heure. Concrètement, comment on peut faire? Alors, il y a des entreprises pour qui c'est le métier et c'est pas forcément évident. Vous avez raison. Quand on souhaite mettre en place une action de sport dans son entreprise auprès de ses équipes, certains sont éloignés de la pratique, certains n'ont pas forcément l'envie. Il faut réussir à mettre en place, enfin, en tout cas à déclencher l'action, l'envie de pratiquer avec ses collègues. Chacune des entreprises ici présentes a ses secrets, hein, ses différents leviers pour permettre d'activer, de créer un événement et de réussir à rassembler vraiment toute son équipe autour d'un même enjeu. Chez nous, chez Coby par exemple, on aime bien le côté ludique, le côté gaming un petit peu. Donc, on va créer des parcours gamifiés, on va mettre en place des jeux concours pour faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs soient engagés et pour les amener progressivement vers de la pratique sportive et créer des moments conviviaux et de cohésion d'équipe, toujours autour du sport. Manager et donc le manager est donc de plus en plus responsabilisé à ça, au bien-être de ses salariés, au bien-être de son équipe. Et c'est directement corrélé à la productivité de son équipe. Parce qu'une équipe qui s'entend bien, qui communique bien, dans laquelle il y a de la cohésion, sera forcément plus performante. On le dit souvent, un esprit sain dans un corps sain, c'est une réalité. Et ça existe depuis la nuit des temps. En prenant soin de ses collaborateurs, je le disais tout à l'heure en introduction, on renforce sa position de manager et son leadership. Et ça se fait de façon naturelle. Donc ça aussi, c'est important. Le manager est en quelque sorte le métronome de la cohésion d'équipe. C'est lui qui insuffle vraiment toute cette stratégie, cette volonté de mettre en place des actions de bien-être, de mettre en place un climat social, entre guillemets, climat de bien-être au sein de son équipe et à travers différentes actions. Alors, il y a le sport, mais pas que. Qualité de vie au travail ne se résume pas
que au sport. Le sport est un des leviers qui permet à la fois de renforcer la santé physique, mais également la santé mentale. Il y en a d'autres. Et voilà, enfin, pour moi, voilà quel est le rôle du manager dans le fait de prendre soin de ses équipes. Ça marche. Merci Adam. Tu nous parles un petit peu du manager comme finalement un peu métronome de la cohésion de l'équipe. Je pense qu'on peut reboucler peut-être avec quelqu'un tout à l'heure qui nous avait dit, mais c'était Charles. Merci Charles hein, pour tous ces partages. On fait comment finalement si le manager il veut mettre en place des choses mais que l'équipe veut pas forcément? Alors peut-être que Félicité, tu avais commencé à répondre à cette question-là, mais j'imagine qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles compléter. Oui, parce que en fait, j'entends ce que dit Adam sur le rôle du manager, mais en fait, il ne peut pas faire autre chose que juste... Enfin, en tout cas, un manager d'équipe va pouvoir insuffler des petits événements et des choses comme ça. Maintenant, des politiques de bien-être à long terme dans les entreprises, c'est rarement les managers qui le font parce que, en fait, ça doit être organisé au niveau des RH en général ou au niveau des services de QVT ou de santé au travail qui prennent souvent le lead là-dessus. Et c'est vraiment des politiques de bien-être sur le long terme qui donnent véritablement des effets. C'est évident qu'un événement, que c'est souvent composé de petits événements, mais c'est très important, je pense, de garder à l'esprit que du one-shot, ça va créer du lien dans l'équipe, mais si on veut vraiment prendre soin de la santé de ses collaborateurs, parce qu'avant le bien-être, il y a aussi la santé, il vaut mieux mettre en place des programmes à long terme. Donc c'est ça que nous faisons en fait. On propose la possibilité aux salariés d'avoir une salle tout au long de l'année dans laquelle ils peuvent venir. Alors, ça ne peut pas être partout. Hein. Il y a des grandes entreprises qui ont la possibilité de mettre des mètres carrés à disposition. Les petites, c'est beaucoup plus compliqué. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique de ce point de vue-là. Mais par contre, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que tu as dit Adam, et c'est vraiment important, c'est que je pense qu'une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe dans laquelle les liens entre les collaborateurs sont bien là et que en fait il y a une sorte de membrane qui se crée, une membrane à l'intérieur de laquelle les individus se sentent en confiance et ne vont pas se sentir attaqués les uns contre les autres. Et le Covid et le développement du télétravail à ce moment-là ont vraiment posé un problème parce que ça a fait éclater cette membrane. On essaye tout de toutes les façons. Je pense, Claire, tu ne vas pas me contredire là-dessus, hein, pour recréer ces membranes. Et il y a une manière qui fonctionne très bien pour que les individus de nouveau retrouvent confiance un peu les uns dans les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment prouvé par les neurosciences. C'est quand on fait des choses ensemble et qu'on fait la même chose ensemble au même moment. Le fait de faire les mêmes gestes, d'être dans les mêmes attitudes, ça a un effet très important sur la confiance qui se restaure entre les individus. Et je peux vous donner un exemple, ça c'est quelque chose qu'on a fait juste à la fin du Covid. On est partenaire d'Action contre la faim depuis de nombreuses années et donc on organise tous les ans un grand événement à la Défense pour tous les salariés de la Défense. Toutes les entreprises participent à ça. Donc c'est une grosse action caritative où on fait de la boxe, de la zumba, de la course, de la marche, bref, plein de choses. Et juste à la fin du Covid, on a fait un grand cours de yoga, méditation sur le toit de la Grande Arche. Et ça a été vraiment un moment de grâce où on a eu le sentiment à la fin que quelque chose... Vous voyez, vous imaginez 500, 600 personnes faire les mêmes gestes en même temps à cet endroit qui est quand même assez magique, mais qui en même temps est complètement bétonné, donc on pourrait se dire c'est pas l'endroit pour ça, mais en fait il y a eu comme une grande cohésion qui s'est créée à ce moment-là. Et on a eu énormément de bons retours sur ces questions. Donc, je vous invite au maximum à essayer de faire des choses ensemble. Pas forcément des choses très compliquées, mais faire des choses ensemble, c'est vraiment très important. Voilà ce que je voulais dire. Et par rapport au rôle du manager, il faut bien penser que ce qui fonctionne, c'est quand tout le monde se retrouve au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui insuffle, un qui est au-dessus.
mais que tout le monde se retrouve au même niveau, parce qu'à ce moment-là, c'est l'humanité en chacun des individus qui se partagent. Et c'est comme ça que la confiance et la cohésion se remet en place. Et bien souvent, faire du sport ensemble, c'est justement formidable, parce que ça permet de remettre tout le monde à un niveau d'égalité, qui est qu'on est tous des humains avant tout. Merci, merci Félicité. Je regarde un petit peu vos bonnes pratiques. On a Nadia qui nous dit les points réguliers en one-on-one, Nathalie participer aux pauses, qui trie aussi là-dessus la pause café à 10h et 15h pour parler tout sauf du travail. Non mais effectivement, ça c'est des choses qui sont cruciales et je pense qu'on s'en est rendu compte avec le télétravail que quand on n'avait plus finalement ces moments informels à la machine à café, ben, il y avait toute une partie de l'information qu'on perdait. Alors effectivement, Marie-Noël nous dit la quantité de café, quand la quantité de café consommée augmente, c'est pas bon signe. Effectivement, ça peut être un des signaux. Antoine, voilà, on est toujours sur les temps d'échange, les activités en commun. Anne-Sophie nous dit être à l'écoute. Alors par contre, j'arrive pas à voir peut-être jusqu'en bas. Antoine, effectivement, dit les valeurs, il faut que ce soit porté et incarné, c'est sûr, parce que sinon on se retrouve en dissonance cognitive quand voilà, on a une personne qui n'est pas dans le dialogue porté par l'entreprise. Et dans ce cas-là, effectivement, parfois, ça peut faire plus de mal que de bien. Et Ségolène nous dit c'est top de faire du sport ensemble. Ah oui, on a fait, effectivement. Bon, bah super. Peut-être que pour terminer sur ce sujet-là de comment on arrive à prêter attention au bien-être de l'équipe, moi, il y a souvent une question que... Tu voulais dire quelque chose, Félicité? Oui, je voulais répondre à la question d'Antoine Vas-y, qui dit que le mot peut faire peur un petit peu et que le sport est souvent associé à la compétition et à l'effort. Et ça, c'est super important de rebondir là-dessus parce que justement, nous disons très clairement qu'on ne fait pas de sport. On ne fait pas de sport, on fait de l'activité physique. C'est-à-dire qu'on met le corps en mouvement et que ces temps-là ne sont pas des temps de... Enfin, certains peuvent très bien faire du sport s'ils le veulent, dans une dimension compétitive ou de performance. Mais la plupart des gens qui viennent dans nos salles, ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour un temps où ils retrouvent le plaisir du mouvement. Ils retrouvent des sensations qui leur procurent un grand plaisir. Et c'est ça qu'on cherche à retrouver. C'est justement pas du tout de faire un effort supplémentaire, une performance en plus encore, alors qu'on est déjà pris par la performance toute la journée. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir posé cette question. Encore une fois, il peut y avoir des moments d'effort, hein, c'est pas la question. Mais c'est pas le but. Le but n'est pas là. Le but, c'est de retrouver le plaisir d'habiter son corps. Il y a également une autre question, Claire, excuse-moi. On a vraiment des participants avec des questions hyper pertinentes. Merci Antoine et merci Charles. Charles qui nous demande d'où peuvent provenir ces budgets pour les activités sportives. Y a-t-il des budgets dédiés à la santé? Alors, il y a un petit peu plus d'un an, le gouvernement a mis en place différents dispositifs avec bien évidemment les grands événements sportifs qu'accueille notre territoire. Je pense à les Jeux Olympiques 2024, la Coupe du Monde de rugby cette année en 2023. Et il y a des dispositifs fiscaux pour l'employeur qui sont souvent très intéressants et souvent aussi méconnus. Aujourd'hui, quand un employeur alloue un budget sport à ses collaborateurs pour lui permettre de pratiquer, il y a des exonérations de charges. Et donc, c'est en plus de toutes ces économies, peut par exemple permettre de faire le sport sur l'absentéisme, sur le turnover, sur les arrêts de travail. Il y a également des dispositifs fiscaux associés à ça qui financièrement permettent justement de prendre à charge une partie de ces budgets. Donc, il y a la partie entreprise, la partie DRH, et il y a également les CSE. Les CSE aussi jouent un rôle important dans le bien-être des collaborateurs à travers différentes actions sociales qu'ils peuvent mettre en place. Et de plus en plus de CSE aujourd'hui, c'est une réelle tendance, mettre en place des actions de sport pour leurs salariés avec des participations sur les activités sportives, des prises en charge d'abonnements ou de licences. Voilà, c'est toutes ces choses-là, tous ces départements, toutes ces initiatives qui permettent de financer ces actions. Ouais, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, ce n'est pas un avantage en nature pour les salariés sportifs de l'entreprise. C'est vraiment une politique RH et c'est reconnu effectivement depuis l'année dernière. Mais cela dit, ça fait 18 ans que moi, je travaille avec des DRH qui
pour lesquels, enfin, personne n'a jamais été condamné par l'URSSAF parce qu'il avait fait, enfin, sauf dans des cas assez particuliers, mais ça existe depuis longtemps. Mais maintenant, c'est vrai que c'est très clair dans la tête de tout le monde. Ça n'est pas un avantage en nature pour les sportifs de l'entreprise. C'est une politique importante qui peut être menée dans toutes les entreprises. Super. Merci Félicité, Adam, pour les réponses à ces questions. Peut-être pour dire un dernier point, et après on prendra le temps de répondre à vos questions. On restera un petit peu plus si jamais il y en a certains qui n'ont pas eu le temps. Il y a souvent aussi une question que les managers nous posent et qui est, mais en fait, moi je sais pas comment se sentent les personnes dans mon équipe, comment je le sais finalement. On a un petit peu parlé des signaux tout à l'heure, c'est peut-être des choses que vous pouvez regarder. Et de manière générale, quand il y a quelque chose qui change, quand il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, quand il y a que vous voyez quelqu'un qui d'habitude est hyper jovial et d'un coup il va être un peu renfermé, et ben, si ça se prolonge sur la durée, en général, ça vaut toujours la peine un petit peu d'amener la chose et de se poser la question au moins, parce que c'est vraiment ça qui doit venir nous questionner. Après, il y a aussi la question de comment j'aborde le sujet avec la personne. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai identifié que potentiellement quelqu'un n'allait pas bien? Alors, en 1 minute, ça va être difficile de vous répondre. On pourrait avoir un webinaire presque sur le sujet. Le mieux, c'est quand même, quand on peut être sensibilisé ou formé au sein de son entreprise là-dessus. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui parlaient d'avoir des points de one-on-one, que ce soit formel ou informel, pouvoir en parler. Et effectivement, ça, c'est des super bons leviers. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce que je demande à mon salarié comment ça va qu'il va me dire, bah non, il y a un truc qui va pas. Alors, effectivement, vous avez cette possibilité de vous appuyer sur les signaux que vous avez vus et peut-être de un petit peu creuser les choses, mais évidemment avec bienveillance, et ça s'apprend. C'est aussi de l'inscrire dans la durée. C'est comme tout à l'heure, si finalement je sais que dans tous mes points de one-on-one, mon manager me demande si ça va, comment je me sens, qui partage un petit peu lui aussi sa vulnérabilité, qui me dit ah bah oui, en ce moment il y a un petit peu plus de charge, donc pour moi c'est difficile, peut-être que pour toi aussi. C'est comme ça qu'on va mettre l'autre en confiance et qui va aussi pouvoir exprimer ce qu'il ressent et comment il se sent aujourd'hui. Et peut-être pour finir, il y a aussi, enfin, on peut mettre en place des choses pour, ou en tout cas essayer de s'assurer d'instaurer un climat de sécurité psychologique, de bien-être mental au travail. Il y a une approche qui a été théorisée par Masla, qui est une femme psychologue, qui d'ailleurs, c'est rigolo parce que son approche est très parallèle à la pyramide de Maslow. Mais j'ai mis que c'était pas fait exprès. Et elle a identifié 5 facteurs auxquels il faut faire attention pour que les salariés se sentent bien dans une équipe. Il y a un premier facteur qui est peut-être en réponse un peu aux besoins physiologiques de Maslow, le fait d'avoir une forme de contrôle sur sa charge, sur son temps. C'est ça aussi qui va permettre de pouvoir nous préserver derrière. Avoir évidemment une forme de sécurité financière. Alors parfois, malheureusement, on ne peut pas, l'entreprise vit des périodes compliquées, donc dans ce cas-là, l'idée, c'est de rassurer, mais au moins, quand on sait que la sécurité du travail, la sécurité financière est garantie, bah, ça vaut quand même le coup de le dire, parce que c'est vraiment ça la base. Tu en as parlé beaucoup tout à l'heure, Félicité, les membranes, on a besoin d'un sentiment d'appartenance, et ça, effectivement, Masla le dit aussi, on a besoin d'avoir des moments ensemble, de groupe, où on se sent en sécurité psychologique avec les autres, où on sent qu'on peut s'exprimer. On a des besoins d'estime, on a besoin que notre travail soit reconnu à sa juste valeur. Ça peut passer par le feedback, même s'il faut faire passer le feedback négatif, c'est une des priorités du manager. Il faut aussi dire quand les choses sont bien et réussir à instaurer un petit peu de reconnaissance. Et puis, on a ce dernier niveau d'accomplissement. Et là, il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Antoine. Effectivement, attention à ne pas être dans des phases de dissonance cognitive où finalement nos valeurs vont être à contre-courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, effectivement, c'est un facteur qui peut venir dégrader le bien-être. Voilà. Est-ce que peut-être qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu? Il y avait une question sur l'obligation légale de mettre en place des actions de bien-être dans les entreprises et Adam a répondu qu'il n'y avait pas d'obligation légale. Alors, je ne suis pas complètement d'accord parce qu'il y a une obligation de l'entreprise de prendre en charge la santé au travail. Et dans la santé n'est pas qu'un état d'absence de maladie. La santé au sens de l'OMS, c'est un état de bien-être aussi. Donc, absence de maladie et bien-être. Donc, en fait, si. Et c'est d'ailleurs, c'est la loi des risques psychosociaux qui a eu lieu en 2008, donc Claire doit bien connaître.
Et du coup, évidemment, c'est un peu flou, hein, c'est un peu vague, on n'interdit pas. Enfin, mais il y a une vraie responsabilité sociétale des entreprises par rapport à cette question, avec possibilité, effectivement, avec obligation de mener des actions. Au moins mener des actions. Obligation de moyens, pas forcément obligation de résultat, mais obligation de moyens. Ouais, effectivement, Félicité, je te rejoins sur ce point. Et effectivement, il y a inscrit dans le Code du travail un article sur l'obligation de l'employeur de s'assurer de la santé du salarié, qu'elle soit physique ou mentale. Aujourd'hui, honnêtement, moi, je ne vois pas de contrôle là-dessus. C'est peut-être un peu dommage. Sur ce sujet-là, il y a le DUERP à remplir quand même là-dessus. Mais bon, je vais être un peu entre vous deux. Normalement, c'est inscrit dans le Code du travail, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin. Oui, par contre, il y a eu des recours prud'homaux. Oui, donc ça existe, hein, pour défaut vis-à-vis auprès des inspecteurs du travail aussi. Oui, effectivement, tout à fait. Quand il y a une alerte qui est levée, évidemment. Et c'est pris en compte, ça. Ouais, voilà. Ce n'est pas des contrôles forcément Exactement. extérieurs, mais si un salarié se saisit de cette question, il est entendu. Voilà. Et dans tous les cas, pour l'employeur et pour l'entreprise, c'est un réel bénéfice. Un bénéfice économique, un bénéfice moral aussi, de prendre soin de ses collaborateurs. C'est vrai que c'est pas encore. Alors, ça peut être une obligation légale. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de réelle incidence ou de contrôle. Je pense que ça va bouger. Enfin, en tout cas, je l'espère. Qu'on va tendre vers de réelles obligations et de réels contrôles, parce qu'on en voit, c'est à la fois bénéfique pour l'employeur, l'entreprise, mais également pour les collaborateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos participants parce qu'on avait un vaste sujet, hein, donc on a balayé pas mal de points un petit peu vite, mais si jamais il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on zoome, n'hésitez pas. Et puis je parle pour moi, mais je suis sûre que ce sera pareil pour Félicité et Adam. Si aussi vous souhaitez continuer la discussion en dehors du webinaire, c'est avec plaisir, bien sûr. Alors, le temps que les dernières questions arrivent, on voulait vous partager un petit point en conclusion. Rappelez que chacun est responsable aussi de son propre bien-être. Certes, le manager, il peut avoir la charge mentale d'à la fois s'occuper de son propre bien-être et de celui de son équipe. Il faut aussi rappeler que le manager, il n'a la responsabilité que des conditions de travail, que de l'organisation du travail. Et effectivement, il y a plein de facteurs individuels qui vont jouer sur le bien-être de chacun. Et bien ça, on a chacun la responsabilité d'en prendre soin. Encore une fois, bonne nouvelle, ça s'apprend, on peut le faire. On a chacun une marge de manœuvre là-dessus, donc prenons-la. Il y a une question claire qui est arrivée de Charles, qui demande si on doit mettre en place un système d'évaluation pour valider l'impact de ces actions. Mon point de vue, c'est que, alors j'ai une notion vraiment héroïste de ces sujets, et en tant que chef d'entreprise, si j'investis 1 euro dans l'activité sportive, dans le bien-être de mes collaborateurs, je me dois de mesurer l'impact auprès de mes salariés. Et donc, par exemple, chez Coby, on a mis en place différents indicateurs, des beaux tableaux de bord qui permettent de mesurer le bien-être et l'impact de chaque action que nous mettons en place. Alors nous, ça va être autour du sport et du bien-être, mais pour vraiment valider la pertinence des actions qu'on met en place et vraiment de pouvoir investir au bon endroit, aux choses qui plaisent à nos collaborateurs, qui permettent de renforcer la cohésion des équipes et du bien-être des salariés pour vraiment maximiser nos investissements. Et c'est des choses qu'on rend bien évidemment visibles à nos clients. Donc chacun de nos clients a son beau tableau de bord et il a la possibilité de voir tous ces indicateurs et d'avoir la mesure du bien-être de ses salariés. Donc peut-être pour compléter là-dessus, en fait, il y a 2 types de données qui peuvent être intéressantes à regarder. Il y a des données déclaratives, donc on demande aux salariés de compléter des enquêtes, des baromètres, ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant, ça permet de regarder l'évolution. Après, honnêtement, pour que ce soit fait, pour que la validité soit bonne, il faut être un peu solide en statistiques et bien constituer les échantillons. Donc attention quand vous voyez ce genre de données. Nous, honnêtement, ce qu'on préfère regarder, c'est quand même les données factuelles. Regarder comment évolue l'absentéisme,
comment évolue le turnover, comment évolue le chiffre d'affaires, comment évolue la marge. Parce qu'à la fin, il faut quand même se le dire, le dirigeant, c'est aussi ça qu'il va regarder. Et donc, c'est intéressant de venir corréler cet ensemble-là. Et dernière chose sur le système d'évaluation, nous, ce qu'on dit souvent, ce qu'on voit souvent aussi, c'est que dans les systèmes d'évaluation, typiquement des managers, dans les systèmes de promotion, de rétribution, on prend très peu souvent en compte ces indicateurs. Donc déjà, peut-être commencer par aligner les systèmes en interne avant de le regarder de manière plus globale. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Claire. Nous, on a une application, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde a des applications forcément, et on a tout un système qui permet d'établir une cartographie un peu de l'état de santé, bien-être, de style de vie, je dirais plutôt que santé, de style de vie des salariés dans l'entreprise. Et donc, avec plein de questionnaires et plein d'indicateurs qui sont très intéressants. Mais il faut quand même bien voir une chose, c'est qui répond à ces enquêtes-là. En général, il y a des énormes biais de sélection parce que c'est ceux qui sont déjà engagés dans l'action qui s'y intéressent. Et bien souvent, ceux qui nous intéressent vraiment, ceux qui vont vraiment mal, ils passent complètement en dessous des radars parce qu'ils ne sont pas là et on ne les voit pas. Donc, moi, je suis d'accord que c'est plutôt les données d'absentéisme à terme. Et à ce sujet, moi, on avait un de nos clients qui nous avait montré qu'il y avait une baisse, au moment où on a installé notre programme chez eux, il y a eu une baisse de 10% de l'absentéisme l'année qui a suivi. Donc et après, on peut également demander effectivement aux utilisateurs si, par rapport à l'année d'avant, ils ont moins d'arrêt maladie ou de choses comme ça. Mais c'est vraiment les données macro qui sont importantes. Est-ce que ça a été efficace? Est-ce qu'on a réussi à capter les bonnes personnes aussi? Parce que si on prend des gens qui sont déjà très, très actifs, ils vont continuer à l'être, c'est très bien. Mais il faut arriver à aller chercher les autres. Pour ça, il faut des méthodologies particulières pour attirer des sédentaires ou des gens qui pensent vraiment que tout ça n'est pas pour eux. Voilà, donc je suis assez d'accord sur la difficulté en fait d'établir des statistiques qui sont fiables sur ces questions. Alors, il y a Dany qui dit qu'il y a des modèles de référence entre les liens travail et santé, Karasek ou celui de Sigrist. Alors, moi, je ne les connais pas, ceux-là, mais effectivement, il y a plein d'études qui ont été faites sur les liens. Donc, à regarder, pareil, quand vous regardez les études, essayez de voir s'il y a des macro-analyses, parce que, pareil, quand on prend une étude individuelle, en général, il peut y avoir pas mal de biais. Par contre, quand on fait une macro-analyse et qu'on va regarder la pertinence d'un ensemble d'études qui ont été faites sur le sujet, là, on commence à être un petit peu plus solide sur les conclusions. Voilà, après, on peut aussi évaluer effectivement par des modèles de changement de comportement de santé. Parce que c'est difficile de changer son comportement et son style de vie pour favoriser une meilleure santé par la suite. Donc, il y a des modélisations qui existent là-dessus. Mais c'est pareil, voilà. Statistiquement, il faut toujours se méfier un petit peu. Et bien, peut-être. Alors, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les inscrire. Et sinon, pour les autres, peut-être pour conclure, on a 2 questions pour vous. On a s'il y a une chose que vous tirez de cet atelier, que vous allez essayer de mettre en pratique, qu'est-ce que ce serait? Et 2, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir couverts lors d'un futur Happy Talk, par exemple? Et pour vous donner les infos, il y aura un autre Happy Talk donc organisé par Happy Tech, donc ce ne sera pas nous, ce sera d'autres membres, le 29 novembre, qui sera dédié à la prévention. Et il y a une table ronde le 12 décembre au village Baïséa sur les entretiens de fin d'année. Voilà un petit peu pour l'agenda à venir. Moi, je peux peut-être vous partager ce que je retire de ce webinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect comment finalement la pratique physique et sportive pouvait être génératrice de cohésion d'équipe et justement de recréer aussi ces membranes. C'est souvent quelque chose sur lequel on demande de travailler. Donc, moi, je suis très contente de garder ça en tête. Et je trouve aussi que c'était intéressant de pouvoir parler du bien-être des managers qui sont souvent oubliés. On parle beaucoup du bien-être des collaborateurs et trop peu du bien-être des managers. Donc, je trouvais également, c'est mon point de vue, c'était hyper enrichissant de pouvoir partager ces points avec vous tous. Il y a Nadia qui nous pose une question sur le guide de fin d'année. Alors, je suis désolée, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je ne sais pas si Félicité ou Adam, vous voyez à quoi elle fait référence. Le guide de fin.
Non, c'était plutôt l'événement, la table ronde sur les Ah, entretiens de l'année. Je crois que ça doit être ça. alors si c'est ça, c'est le 12 décembre, table ronde au village Baïséa sur les entretiens de fin d'année. Voilà, proposer des moments de mouvement, pas de performance, ne pas viser uniquement ça a parlé ce point-là, le faire comprendre aux dirigeants. C'est bon, Nadia, parfait, on a répondu à la question. Un sujet proposé par Charles, comment l'employeur peut utiliser ces activités pour consolider la culture de l'entraide entre les membres de l'entreprise. Ok, et ben on note. Bon sujet. Ouais. Après, il y a aussi une question d'âge aussi des salariés. Je pense qu'on n'a pas du tout évoqué, mais ça dépend des âges des populations. Quand on est jeune, on a souvent beaucoup plus envie de s'éclater dans une activité un peu compétitive, entre copains. Et puis, quand on prend de l'âge, on est plus sensibilisé à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, il faut aussi vraiment faire attention à cette question. Qui on a en face de soi et adapter en fonction des publics. Ça, je pense que c'est important. Maintenant, il y a aussi toujours une chose, c'est que le côté ludique est quand même important. Alors, quand on dit ludique, il ne s'agit pas d'infantiliser les salariés non plus, en les prenant pour des enfants dont il faudrait animer les récréations. Ça, moi, je ne suis pas du tout pour ça. Mais garder quelque chose qui va activer la joie, en fait, plutôt. La joie, vous voyez, ça, c'est important. Et les questions de challenge, parfois, peuvent être très génératrices de joie. Donc, il ne faut pas complètement gommer l'idée de performance. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a un challenge de pas qui n'est pas uniquement un challenge de pas, parce que c'est aussi un challenge de sédentarité, c'est aussi un challenge avec de la cohésion. Mais ça joue ce côté-là. Il y a un petit côté compétitif, rigolo, machin, qui donne envie, quoi. Ça continuera à exister toujours. Donc, mais c'est une question de degré, en fait. Je suis totalement en phase, Félicité, avec ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il faut réussir à créer à certains moments des éléments déclencheurs, parce qu'il est clair que dans l'entreprise, certaines personnes sont éloignées de toute activité physique. Et trouver des prétextes, des événements, des challenges. Et c'est vrai que les challenges marchent énormément, avec des jeux concours, des cadeaux, des lots à gagner, créer vraiment ces moments de cohésion font qu'on va créer un déclencheur et amener progressivement vers une activité physique, pas encore du sport, et on est bien évidemment loin de la performance sportive, mais en tout cas faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs pratiquent ensemble. Bon, et ben si on a fait le tour, on va peut-être conclure ici. Voilà, tous les trois et Apitech, on se tient évidemment à votre dispo si vous avez des questions. Et puis, vous allez recevoir du coup par email le replay et puis, comme je vous dis, une petite fiche récapitulative avec les éléments échangés aujourd'hui. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée puis un bon week-end anticipé. Parfait. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Apitech d'avoir organisé cet événement. Oui. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.